d'enseignement au cours de cette semaine d'enseignement à La Haye, j'ai aussi dispensé un séminaire. Donc là, c'était un petit peu plus interactif que le cours général, enfin que le cours en lui-même. Et le séminaire portait sur un thème que sans doute certaines d'entre vous connaissent, notamment pour la République démocratique du Congo, c'est un thème important. Il portait sur les violences sexuelles et fondées sur le genre en temps de conflit armé. Et ça aussi, c'est un point sur lequel je reviendrai. Alors peut-être êtes-vous familier ou familière avec l'académie? Donc, une fois qu'on a délivré le cours, l'idée est aussi de réunir ces notes et de les publier. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je le montre donc, sous forme d'un ouvrage. Donc, ça fait partie de la collection des cours de l'Académie de droit international. Donc, c'est un cours spécialisé. À la fin de ce mois, donc il a été publié en mars-avril 2025. À la fin de ce mois, à la fin du mois d'octobre, sortira la version en poche, puisque l'Académie a aussi développé une petite collection de livres de poche qui est plutôt bien diffusée et financièrement, on va dire, plus accessible que l'achat des recueils de cours. Alors évidemment, quand je vous le montre, ce n'est pas du tout pour en faire la publicité commerciale. Je vous invite, je ne sais pas si c'est le cas de l'université de Kinshasa, mais dans beaucoup d'universités, les cours de l'académie sont gratuitement accessibles en ligne. Donc en réalité, il ne faut pas vous embêter à essayer de l'acheter si c'était ce que vous aviez envie de faire. Vous pouvez vous le procurer. Encore une fois, vous pouvez le lire gratuitement, le télécharger. Je sais que, par exemple, dans mon université à Aix-Marseille, les étudiants ont accès, ou même on peut avoir un accès gratuit. Si vous n'avez pas accès depuis vos propres universités, n'hésitez pas à demander si vous avez des amis, des collègues, des connaissances qui sont dans une université qui, elle, a une bibliothèque électronique plus fournie, et ils peuvent, encore une fois, les télécharger et vous l'envoyer. Et vous pouvez aussi d'ailleurs me le demander. Monsieur Emmanuel a mes coordonnées, donc moi j'en ai tout un ensemble, donc je peux aussi vous les faire parvenir ou le diffuser. Encore une fois, l'idée n'est pas, n'est pas de le vendre, mais surtout de le diffuser et d'échanger avec les personnes qui auront la patience de le lire. Alors, l'objectif du cours, donc c'est un thème que j'avais proposé au curatorium de l'Académie de droit international il y a plusieurs années, avant même d'ailleurs, avant 2022, avant 2023, donc avant en particulier l'agression russe en Ukraine, avant évidemment la situation, le début du génocide à Gaza. Alors, il y avait déjà des conflits, bien entendu, qui étaient en cours, par exemple le Soudan ou autre. Mais lorsque j'avais proposé le thème au curatorium de l'Académie, l'idée pour moi était de réfléchir à, à cette interaction de plus en plus visible et de plus en plus importante entre d'un côté le droit international des droits de l'homme et de l'autre côté le droit international humanitaire. Et je voyais aussi en tant que praticienne ou observatrice de la jurisprudence, notamment de la Cour européenne, de la Cour interaméricaine, de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que de plus en plus souvent, des situations de conflits armés étaient soumises aux organes de droits de l'homme. Et donc, j'étais intéressée par cette intégration croissante ou cette intervention croissante ou irruption croissante des questions liées aux conflits armés dans la sphère du droit international des droits de l'homme. Et le point de départ, je l'indique dès l'introduction de l'ouvrage, le point de départ de l'ouvrage, c'est l'avis de 96 de la Cour internationale de justice qui nous dit effectivement que les instruments de protection des droits de l'homme, les traités de droits de l'homme, s'appliquent en temps de conflit armé. Mais lorsque la CIJ dit ça en 1996, dans son avis sur la menace et l'emploi de l'arme nucléaire, la licéité de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire, bon, elle pose un principe important.
elle règle une querelle doctrinale, mais en même temps, elle ne va pas très loin. Et donc, j'avais envie, dans le cours, avec les auditeurs de l'académie, et puis ensuite dans la version écrite, j'avais envie de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait en théorie comme en pratique, de dire que les instruments de droits de l'homme s'appliquent continuent à s'appliquer en temps de conflit armé. Donc j'ai envie de dire, le point de départ et l'idée à l'origine du cours est vraiment très simple. Euh, c'est pas très sophistiqué, j'ai envie de dire, mais les réponses, évidemment, sont assez complexes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Alors, ça, c'est l'objectif général du cours et de l'ouvrage, enfin, dans sa version écrite. Alors, peut-être un mot sur la structure. Je vais essayer de ne pas être trop, comment dire, trop ennuyeuse. Je ne vais pas vous décrire ce qui est dans le texte, surtout pour un dimanche après-midi, mais la structure suit à peu près le cours que j'ai prononcé en 2023, mais pas tout à fait, puisque comme je le disais, en 2023, j'avais une session par jour de 50 minutes ou 55 minutes, donc autant vous dire que c'était vraiment très court. Et donc, c'était 5 jours, donc je ne pouvais aborder que 5 thèmes en particulier. Donc, dans la version écrite, j'ai ajouté des éléments qui me semblaient importants. Donc, la structure est la suivante. Je démarre avec cette question, euh, avec un chapitre sur l'applicabilité du droit international des droits de l'homme aux conflits armés. Et il m'a semblé important de démarrer, alors à la fois du point de vue logique, j'ai envie de dire, avant de parler de l'application, évidemment, on doit s'interroger sur la question de l'applicabilité, mais il m'a semblé important aussi au plan pratique de régler cette question ou de revenir sur cette question parce que, et là j'utilise ma pratique au Comité des droits de l'homme, on se rend compte que beaucoup d'États ou des experts de droits de l'homme continuent à considérer que les euh, les deux domaines du droit international, que sont les droits de l'homme d'un côté et le droit humanitaire de l'autre, sont parallèles et ne doivent pas se toucher ou ne se touchent pas. Et donc parfois, quand on a des dialogues avec des États et qu'on pose des questions, le Comité des droits de l'homme s'occupe de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et quand on pose des questions aux États sur l'application du pacte, la manière dont ils remplissent leurs obligations alors qu'ils sont en situation de conflit ou en situation, par exemple, ils sont puissance occupante, eh bien, parfois les États nous disent, mais c'est pas vous n'avez pas à poser ces questions-là, ça n'entre pas dans la compétence matérielle du Comité des droits de l'homme. Le pacte concerne le temps de paix et le temps de conflit est régi par un autre domaine, le droit international humanitaire. Donc il me semblait vraiment important, même en 2025, alors encore une fois que je l'ai dit, l'avis de la Cour internationale de justice date de 1900, le premier avis dans lequel elle pose ce principe d'applicabilité date de 96, mais il me semblait vraiment important de revenir, d'appuyer, d'enfoncer ce principe selon lequel, ou cette règle juridique selon laquelle il y a une continuité. Les instruments de droits de l'homme ne sont pas limités temporellement, ils continuent à s'appliquer, alors différemment, et je le mentionne dans l'ouvrage ou dans le cours, différemment certes, mais ils continuent à s'appliquer. Et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent au domaine, ce n'est pas quelque chose qui va vous surprendre, évidemment, mais faites-moi confiance, au plan international, même de la part d'experts de droits de l'homme, on a encore cette réticence à admettre que le droit international humanitaire, que le droit international, pardon, des droits de l'homme s'applique en temps de conflits armés. Alors évidemment, et ça c'est le chapitre qui suit, c'est le chapitre numéro 2, évidemment, quand on est en situation de conflit armé, alors le cours est un peu général, je l'explique en introduction, en fait je ne me centre pas uniquement sur les conflits armés,
mais j'inclus aussi ce que j'appelle des contextes exceptionnels ou autres situations de violence. Parce que, et je peux revenir dans la session de questions-réponses, la frontière souvent pour les organes de droits de l'homme est très très floue entre ce qui relève du conflit armé et ce qui relève d'une situation de violence, par exemple les situations préélectorales, post-électorales, les violences qui sont engendrées par le crime organisé, les gangs, etc. Donc dans le cours, je parle des conflits armés, mais aussi d'autres situations. Donc le chapitre 2, justement, analyse comment, même s'il y a un principe de continuité des instruments de droits de l'homme, comment les États peuvent, et c'est parfaitement autorisé, bien entendu, parfaitement licite, comment les États peuvent moduler leurs engagements dans un contexte exceptionnel. C'est la dérogation. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, sauf si bon, on pourra revenir dans les questions, mais c'est le mécanisme de la dérogation avec, vous le savez sans doute si vous êtes familier de la Charte africaine, par exemple, des droits de l'homme et des peuples, ou du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, eh bien, des instruments qui n'ont pas de clause de dérogation. Bon. Il y a pas mal d'instruments qui ont une clause de dérogation et qui permet aux États, clause qui permet aux États justement de moduler leurs engagements, donc ne pas non pas les faire disparaître, mais les moduler, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, si on a une clause de dérogation qui porte sur les conditions, la liberté de circulation, ou alors les conditions de privation de liberté, eh bien, on va assouplir les règles de mise en œuvre du droit à la liberté individuelle ou du droit à la liberté de mouvement et de circulation. Donc, ça, c'est pour expliquer aussi que même s'il y a ce principe de continuité, eh bien, le droit international des droits de l'homme admet parfaitement que un État ne puisse pas complètement remplir ses obligations lorsqu'il est en situation d'urgence. Alors, je réserve un passage, une sous-section particulière justement à la Charte africaine qui, elle, n'a pas de clause de dérogation, de même que le pacte, le PIDESC, donc le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a un chapitre 3, je reviendrai tout à l'heure aussi sur ce chapitre. Le chapitre suivant, donc le chapitre 3, est lui très transversal et il porte sur ce que j'appelle l'approche différenciée des obligations étatiques. On le sait, vous le savez, les conflits armés, les situations d'urgence, même les catastrophes naturelles, les situations de pandémie, etc., n'atteignent pas de la même manière les individus. Et cela, donc évidemment, il y a toute une série de personnes, de groupes, ce qu'on appelle en général les groupes placés en situation de vulnérabilité. J'aime pas l'expression groupe vulnérable, on pourra y revenir. On n'est pas vulnérable par essence. En général, on est placé dans une situation de vulnérabilité. Donc les groupes placés en situation de vulnérabilité ou les groupes marginaux, eh bien, ou les personnes qui vivent en situation d'extrême pauvreté, souvent, évidemment, dans les situations de conflits armés ou les situations exceptionnelles, vont être beaucoup plus affectées, beaucoup plus directement touchées par ces situations de conflit pour plein de raisons particulières que j'explique dans le chapitre 3. Alors, dans ce chapitre-là, je n'ai pas évidemment la place ni la possibilité de passer en revue l'ensemble de ces groupes dits en situation de vulnérabilité. J'en distingue trois, mais je les ai pris, j'ai envie de dire, de manière un petit peu, pas aléatoire, mais j'ai opéré un choix qui est discrétionnaire, donc j'aurais pu évidemment mettre l'accent sur d'autres groupes. La protection des enfants, la question des enfants. Et là, vraiment, tous les rapports, comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant, les rapports du secrétaire général des Nations Unies
donc le rapport annuel qu'il délivre en juin en général chaque année, donc sur la situation des enfants dans les conflits armés, les travaux du Comité droits de l'enfant des Nations Unies, les travaux de la Cour et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, tous les, tous les organes, enfin, tous les rapports, les ONG, etc., s'accordent sur cette extrême vulnérabilité des enfants. Et à l'intérieur de la catégorie un peu générique enfant, eh bien, on va trouver évidemment des facteurs de vulnérabilité, j'ai envie de dire, aggravants. Par exemple, il y a une différence entre les petites filles, les petits garçons, les enfants vivant en situation d'extrême pauvreté, les enfants des rues, euh, les, euh, les enfants en situation de handicap, etc. etc. Donc il y a vraiment ici un besoin de protection différenciée lorsque l'on parle de la situation des enfants dans les conflits armés. Alors, j'aborde aussi très rapidement la question des enfants soldats, donc les enfants qui peuvent eux-mêmes commettre des violations de droits de l'homme ou des violations de droits humanitaires. Bon, en expliquant aussi comment, pour l'instant, le droit international a choisi de traiter ou de régler juridiquement la question des enfants qui sont à l'origine de violations de droits de l'homme ou de violations du droit humanitaire. Dans ce chapitre-là, sur la protection différenciée, je mets aussi l'accent sur le handicap. C'est vraiment un thème qui est très peu visible au plan international. On en parle assez peu. On parle souvent des civils, de manière un peu générale. Mais là aussi, vous le devinez, les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique, un handicap mental, sont elles aussi placées en situation d'urgence, en situation de conflits armés, dans une situation d'extrême vulnérabilité. Je mentionne, alors pour l'instant les travaux sont en cours, mais je mentionne les travaux actuels du Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, donc comité qui est en train de réfléchir à une observation générale justement sur la situation des personnes handicapées en temps de conflits armés, puisque dans la Convention de 2006 sur les droits des personnes handicapées, il y a justement une disposition sur cette question de la protection, leur protection en situation de conflit. Et je réserve enfin dans ce chapitre-là un thème sur, enfin une analyse, une sous-section sur les peuples autochtones. Parce que là encore, c'est un thème qui n'est pas nécessairement toujours très visible, mais je prends l'exemple de conflits, alors surtout en Amérique centrale, Amérique latine, que ce soit la Colombie, le Guatemala par exemple, où souvent on voit que les effets des conflits armés sur les peuples autochtones sont très variés. Ça peut être, par exemple, la réduction en esclavage. Ça peut être également la militarisation donc la confiscation et la militarisation de leurs terres. Et après, pour démilitariser les terres, c'est extrêmement compliqué. Se pose la question du retour, du droit au retour, déplacement forcé, évidemment, de population, etc., etc. Ce que j'essaie aussi de mettre en lumière dans ce chapitre-là, et je serais ravie d'en discuter avec vous, c'est que souvent, ce que là où on va mettre l'accent, quand je dis on, ce sont les États, les organisations internationales, ce sont, enfin, on va mettre l'accent, pardon, sur les effets des conflits armés sur ces groupes en situation de vulnérabilité. Mais on oublie parfois de regarder ce qui se passe en amont et de voir qu'en réalité, ces personnes, effectivement, subissent de manière démultipliée les effets des conflits armés, mais parce que déjà, en temps de paix, ils sont dans une situation de marginalisation ou ils sont dans une situation de vulnérabilité. Et donc, il faut inviter les États
à travailler sur cette marginalisation, sur cette vulnérabilité des groupes, pas simplement en période de conflits armés ou juste dans des situations post-conflit, mais également et surtout, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait une espèce de prévention, mais surtout en amont, euh, que ce soit pour les autochtones, les personnes en situation de handicap, etc. J'aurais pu ajouter une sous-section sur les personnes âgées, par exemple, les personnes LGBT. Là aussi, il y a eu un rapport qui a été rendu sur cette question-là. Donc, bon, mais encore une fois, là, c'est plus un choix que j'ai opéré pour aussi insister sur cette notion d'approche différenciée, de non-discrimination et d'égalité qui doit continuer à s'appliquer, mais dans un sens renforcé dans ces situations d'urgence ou de conflit. Alors, le chapitre suivant sur le droit à la vie est plus, ça je serai rapide, il est plus, entre guillemets, classique, puisqu'en général, quand on parle de conflits armés et de droits de l'homme, on va surtout justement travailler ou s'intéresser, c'est toute la jurisprudence de la Cour européenne, des organes interaméricains, etc. On va surtout s'intéresser au droit à la vie, à l'usage arbitraire de la force, l'usage des armes, etc., etc. Alors, il y a deux thèmes moins visibles que j'ai insérés dans ce chapitre-là sur le droit à la vie. Évidemment, les chapitres ne sont pas exhaustifs, hein. Je ne peux pas épuiser à chaque fois les questions, puisque l'ouvrage, on a quand même une limite de mots. Mais il y a deux aspects que j'ai voulu insérer. La question du respect dû aux morts, euh, qui est pas nécessairement étudiée. Et je me suis appuyée sur le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires et les exécutions sommaires, donc qui a été rendu l'année dernière, je crois, en 2024, ou 2023 ou 2024, les références sont dans le cours, sur cette question du respect dû aux morts. Donc, il y a à la fois évidemment la question de l'usage arbitraire de la force, mais une fois que les personnes sont décédées, eh bien, les obligations des États ne s'éteignent pas. Il faut aussi permettre aux familles d'enterrer leurs morts selon les traditions, les croyances, etc., etc. Ça permet de faire son deuil, ça permet aussi de respecter les ancêtres. Et de ce point de vue-là, on a une très très belle jurisprudence, notamment de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur la question du respect dû aux morts pour une communauté autochtone. C'est l'affaire Moiwana contre Suriname. Et dans cette affaire-là, la Cour interaméricaine a considéré que ne pas permettre à la communauté d'enterrer les défunts selon leurs traditions ancestrales, culturelles, etc., revenait juridiquement à une atteinte à l'intégrité spirituelle de la communauté. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sérieux, euh, mais malheureusement qui est un petit peu invisible pour l'instant au plan juridique international, puisqu'encore une fois, on va plutôt mettre l'accent sur les armes, ce qui est important aussi, bien entendu, mais sur les armes, sur l'usage, les, les standards pour permettre l'usage de la force. Un autre thème que j'ai inséré dans ce chapitre-là lié au droit à la vie, c'est la question des disparitions forcées. Donc, je reviens sur le problème de vocabulaire, hein. Parfois, on parle de disparition, parfois on parle de disparition forcée, mais ça, malheureusement, dans tous les continents et depuis longtemps, la question de la disparition forcée est une question qui est récurrente. On a beaucoup parlé des disparitions forcées en Amérique latine dans les années 70, mais ce que l'on voit malheureusement, c'est que les disparitions forcées sont le fait et sont communes à énormément de conflits. Et on le voit pas simplement sur le continent latino-américain, mais on le voit en Europe, au Moyen-Orient. Il y en a eu aussi, il y a eu beaucoup de disparitions forcées aussi en Algérie ou en Europe dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie, etc., etc. Donc c'est vraiment un thème, me semble-t-il, qui est très, très important et la disparition forcée, sans doute le savez-vous,
peut aussi constituer un crime contre l'humanité au sens du statut de la Cour pénale internationale. Alors, le chapitre suivant, le chapitre 5, c'est le chapitre, j'ai envie de dire, qui a été le plus difficile à écrire et qui porte, je l'annonçais tout à l'heure, sur les violences sexuelles et fondées sur le genre. J'en ai fait un cours, d'ailleurs, pour les étudiants d'Aix-Marseille l'année dernière. Euh, vous le savez, c'est vraiment il a été difficile à écrire parce que on se rend compte, là encore, que la question des violences sexuelles et fondées sur le genre n'est pas un thème nouveau. Et ça n'est pas un thème qui est propre à une région, à un État, à un continent. Et je remonte en réalité à l'Antiquité, où l'on justifiait déjà, euh, pour ceux qui ont peut-être fait du grec ou du latin, l'enlèvement des Sabines à la fondation de Rome. On justifiait aussi le viol comme, si vous voulez, un butin de guerre. C'était normal de récompenser le guerrier, hein. Donc il fallait satisfaire le guerrier. Donc on réduisait finalement les enfants, les femmes à l'état d'objet pour satisfaire le vainqueur ou pour satisfaire le guerrier. Alors, ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre, c'est justement à la fois qu'on ne parle pas d'un phénomène qui est nouveau, même si aujourd'hui il est un petit peu plus visible, ça n'est pas nouveau, et surtout, cette question des violences sexuelles est fondée sur le genre, par définition, est nourrie par énormément de stéréotypes. Et il y a un stéréotype, à mon avis, et là aussi, j'aimerais bien que l'on en discute si vous le souhaitez, mais il y a un stéréotype, à mon avis, qu'il faut combattre, continuer à combattre, dénoncer, c'est cette idée que les violences sexuelles et fondées sur le genre seraient une fatalité. On est en situation de conflit, donc c'est normal qu'il y ait des violences sexuelles et fondées sur le genre. Et en réalité, non, il n'y a pas de fatalité. Si l'on a ces situations de violence, par exemple, à l'égard des enfants, et je passe en revue un certain nombre de types de violences. Bien entendu, on parle souvent du viol, mais il n'y a pas que le viol, il y a la prostitution forcée, l'exploitation sexuelle, l'esclavage sexuel, les grossesses forcées, etc., les mariages forcés. Ça n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose, si vous voulez, face à laquelle on doit baisser les bras en se disant bon bah tant pis c'est comme ça, on est en situation de conflit, donc il est normal que le combattant viole les personnes, les civils du camp d'en face. Non, ce que montrent à l'inverse les études, les travaux notamment de rapporteurs spéciaux des Nations Unies que j'utilise dans l'ouvrage, c'est que là encore, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là encore, on a ces situations de violence en temps de conflit parce que en temps de paix, on a déjà ces situations d'inégalité, de société patriarcale, de déséquilibre entre les femmes et les hommes, etc., etc. Donc, euh, ce qui est, à mon avis, très, très important, c'est de comprendre ça, de la part notamment des États, comprendre que quand on parle par exemple, de violences sexuelles comme arme de guerre, ça s'appuie, je vais reprendre les mots d'une ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies, ça s'appuie en réalité sur un continuum de violence. Et vous ne pouvez pas régler la question des violences sexuelles et fondées sur le genre en temps de conflits armés ou en situation d'urgence si vous ne vous attaquez pas, si vous ne comprenez pas en tant qu'État ou en tant que société les stéréotypes, les préjugés qui sont à l'origine des déséquilibres et des rapports de force entre les hommes et les femmes. Donc il faut régler la question de la discrimination structurelle, historique, pour pouvoir espérer, si ce n'est complètement faire disparaître, mais en tout cas atténuer les violences dont les civils, encore une fois, les femmes, les enfants. On voit aussi maintenant
de plus en plus visible la violence sexuelle faite aux hommes ou aux petits garçons. Et encore une fois, il y a un énorme travail à faire sur ce qui se passe en temps de paix. Il y a un vrai travail d'éducation des armées, des États, de la société d'une manière générale. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, un, un thème extrêmement important qui a commencé à être un petit peu plus visible en droit international à partir des années 90, avec le conflit en ex-Yougoslavie notamment, avec la jurisprudence du tribunal pénal pour le Rwanda, la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mais, et donc là, aujourd'hui, on a aussi un petit peu plus de jurisprudence de la part de la Cour pénale internationale, mais vous le savez, bien entendu, ça reste une donnée de pratiquement tous les conflits. Et je crois que vraiment, il faut lutter contre cette idée que c'est une fatalité, donc il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose à faire, mais ça demande en termes... Là, on n'est plus dans le juridique, on est vraiment dans l'éducation, la lutte contre les stéréotypes. Alors, il y a le chapitre suivant, je serai plus rapide, ça concerne plus l'espace civique. Comment est-ce que l'on préserve la liberté d'expression, la liberté de manifestation, même quand on est dans une situation de conflits armés, ce sont des libertés qui ne disparaissent pas. Bon, mais évidemment, vous devinez que quand on est dans une situation de conflit, il peut y avoir des restrictions absolument drastiques vis-à-vis de la liberté d'expression, de la propagande, de la circulation de fausses informations, etc., etc. Donc, je reviens sur ces éléments-là. Le chapitre, donc ça c'est le chapitre 6. Le chapitre 7, alors ça c'est un chapitre aussi qui me tenait à cœur parce qu'il porte sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux en temps de conflits armés. Alors, il me tenait à cœur parce que souvent, en droit international des droits de l'homme, on va insister sur les droits civils et politiques et on ne va pas parler des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Or, vous le devinez, les conflits armés ne font pas la distinction. Quand il y a des destructions de terres, de récoltes, des destructions d'habitations, destruction des écoles, etc., ce n'est pas simplement, par exemple, un problème de droit de propriété, mais c'est un problème de droit à l'éducation, d'accès à la santé, accès à la protection sociale, accès à l'environnement, accès à la terre, etc. etc. Et donc, je reviens sur cette hiérarchie qu'on a encore trop souvent en droit international entre d'un côté droits civils et politiques et de l'autre côté droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, comme si les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux seraient moins importants parce qu'ils ne seraient pas justiciables. Là encore, je crois qu'il faut tordre le cou à cette idée qui est vraiment une idée très occidentale, qui est née en réalité dans les années 50-60, lorsqu'il y a eu confrontation entre d'un côté le bloc occidental et de l'autre côté, notamment à la fois l'approche soviétique des droits de l'homme, mais également le mouvement des non-alignés. Je crois qu'il faut vraiment en finir avec cette séparation des droits de l'homme en plusieurs catégories et revenir à l'interdépendance et à l'indivisibilité des droits de l'homme en situation de conflits armés. Donc ce chapitre-là revient sur cette idée et je passe en revue, là aussi de manière un petit peu discrétionnaire, je ne pouvais pas tout traiter, mais je reviens sur cette question du domicide. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une expression qui a été lancée il y a quelques mois par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement, notamment lorsque l'on a commencé à voir des destructions enfin, rendre visibles les destructions de logements à Gaza et donc lui parler de domicide, c'est-à-dire la destruction du foyer, mais là encore, pas simplement
en tant que destruction d'une propriété, mais vraiment c'est le foyer dans lequel vous vivez, donc la sphère de protection qui est la vôtre. Hein. Donc il met en avant cette notion de domicile, de domicile, pardon. Je reviens aussi, parce que ça c'est un thème que j'aime beaucoup, il y a une sous-section également sur la question des droits culturels et du patrimoine culturel et de la destruction des biens culturels en temps de conflit, en temps de conflits armés. Et là encore, comment est-ce que les droits de l'homme appréhendent cette question-là, et notamment la question de la restitution, une fois que le conflit armé est clos et terminé. La question de l'éducation, bien entendu, la destruction des écoles, mais aussi, au-delà de la destruction des écoles, ben, quel type d'éducation les enfants peuvent-ils espérer en situation d'occupation ou en situation de conflits armés? Que nous dit le droit international des droits de l'homme sur ce plan-là? J'avoue, pas grand-chose. Euh, donc là aussi, il sera important de développer les règles et le cadre juridique. Et enfin, ce chapitre, je le termine pardon, par l'analyse du droit à l'environnement en temps de conflits armés, parce que vous savez, au-delà même de l'écocide, mais vous savez que très très souvent les conflits s'accompagnent de la destruction de l'environnement, de la biodiversité, l'eau. Hein, on va empoisonner, salir, détruire l'eau ou les nappes phréatiques. On va détourner les cours d'eau de leur euh, mouvement naturel, etc., etc. Alors évidemment, j'ai écrit le cours avant les deux avis consultatifs de la Cour interaméricaine et de la Cour internationale de justice sur le changement climatique, donc je ne les ai pas pris en compte ici, mais si je devais le mettre à jour, voilà, j'ajouterais deux ou trois choses, puisque la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la destruction de l'environnement ou l'interdiction de la destruction de l'environnement est une norme impérative du droit international. Les deux derniers chapitres, et je termine là-dessus, les deux derniers chapitres portent sur l'accès à la justice. L'un, l'accès à la justice internationale, le contentieux, et il y a effectivement un développement du contentieux lié aux conflits armés, que ce soit devant les organes de protection des droits de l'homme ou devant la Cour internationale de justice. Je laisse de côté la CPI, puisque ça c'est vraiment spécifique avec le droit international pénal. Et le dernier chapitre, c'est l'accès à la justice au plan interne, avec évidemment la question de la justice transitionnelle, la question des amnisties. Est-ce qu'on peut accorder des amnisties pour reconstruire une société, etc., etc. Et l'une des questions, et je terminerai là-dessus parce que c'est une question que j'ai envie de vous poser, parce que je n'ai pas de réponse. Donc vraiment, je formule la question, mais je n'y apporte pas de réponse dans le cours. C'est que on voit au plan international effectivement une multiplication du contentieux devant la Cour européenne, devant le Comité des droits de l'homme, devant la Cour africaine. Aujourd'hui, vous avez cette affaire interétatique RDC contre Rwanda, par exemple, devant les organes interaméricains. Donc il y a une multiplication, il y a une utilisation de plus en plus importante des organes de droits de l'homme pour connaître de situations de conflit ou de la Cour internationale de justice, pour qu'elle connaisse aussi elle-même de situations de conflit. Mais je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est-à-dire que il y a au moins deux manières de l'interpréter. Une manière positive en disant, bon, ben, c'est très bien, ça veut dire que les justiciables, que ce soit des États ou des individus, finalement, ont confiance dans les organes judiciaires ou quasi-judiciaires internationaux. Donc, ils vont leur soumettre des situations très complexes, conflits armés, situations d'urgence, etc. Donc, ça peut être positif parce que ça peut être un signe, si vous voulez, de l'état de droit appliqué au plan international. Mais en même temps, quand on analyse la jurisprudence, quand on voit comment la Cour européenne, le Comité des droits de l'homme s'en sortent, c'est-à-dire pas très bien, je me demande si on leur rend service
c'est-à-dire est-ce qu'on rend service aux organes internationaux euh, en leur confiant finalement le fait de régler des conflits qui sont extrêmement compliqués et pour lesquels, je vais reprendre un terme qui a été utilisé, employé par une ancienne juge de la Cour européenne, pour lesquels pardon, les organes judiciaires internationaux ou quasi-judiciaires internationaux ne sont pas équipés. Ne sont pas équipés financièrement, humainement, ça prend du temps. Parfois, quand les arrêts sont adoptés, ils ne sont pas mis en œuvre, etc. etc. Donc j'ai un sentiment, j'avoue, et là, même en tant que praticienne, un petit peu mitigé quand je vois autant de situations de conflits soumis aux organes internationaux. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle je suis un peu mitigée, c'est que le fait de systématiquement, avant même qu'un conflit ne soit terminé, le fait de systématiquement ou de manière de plus en plus importante soumettre ces situations à un juge laisse entendre que les tribunaux ont la solution, ce que je ne pense pas. Et là, en tant que juriste, il faut avoir, j'irais, une certaine modestie aussi sur la place du droit. Et je ne pense pas qu'un juge, même la Cour internationale de justice, puisse nécessairement avoir la solution ou que sa décision va rendre justice, par exemple, pour les centaines ou les milliers de victimes d'un conflit armé. Donc j'ai un sentiment un peu mitigé. Donc, dans le chapitre, je dis, bon voilà, on a cette situation-là. Voici quel est l'état du contentieux international en matière de conflits armés. Donc, je passe en revue la CIJ et puis les organes de droits de l'homme. Mais j'insiste aussi sur toutes les difficultés. Et ce n'est pas simplement parce que j'ai un esprit chagrin ou pessimiste, mais c'est parce que je crois qu'il faut être réaliste, encore une fois. Il faut pas non plus euh, avoir trop d'attentes ou demander trop de choses à la justice internationale parce que, eh bien, elle a ses propres limitations et il y a beaucoup de choses qu'elle fait bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'elle fait mal. Donc il ne faut pas non plus, si vous voulez, que l'usage ou l'utilisation des tribunaux internationaux revictimise, par exemple, les personnes. Hein. Or, quand les organes adoptent des décisions mais qu'elles ne sont pas appliquées, pour moi, c'est quand même une espèce de revictimisation des personnes. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vois qu'il y a... Alors, je vais tout de suite répondre à la question qui est posée. Oui, Monsieur Salé, je disais que... donc, Monsieur Adina Salé, oui, je disais que, en fait, le cours... si vous êtes rattaché à une université vous pouvez, et que dans votre université, pardon, il y a un espace numérique. Voilà, vous pouvez exactement. Voilà, je vois que on a répondu. Parfait, merci. Et voilà, je vous donnerai aussi mon email. Peut-être pas mon numéro de WhatsApp comme ça, mais je vous donnerai mon email et je peux vous, avec l'AMU, je sais pas, avec Aix-Marseille Université, je sais qu'on peut avoir accès gratuitement au texte du cours. Voilà. Je m'arrête là, Monsieur Emmanuel Mokanzi. Je vous rends la parole encore une fois. Un énorme merci. Euh, pour votre accueil. Je crois que c'est vraiment très, très important de continuer à parler de droit international. Ok, merci beaucoup, professeur Hélène. Et vous nous avez laissé à notre sort. Je pense que certains d'entre nous ici ont encore envie de vous entendre. Alors, maintenant, là, on va passer aux questions d'échange. Ok, à la phase d'échange, des questions et réponses. Mais je voudrais rappeler à tous que les questions relatives, par exemple, aux coordonnées, soit à l'obtention de l'ouvrage du professeur, sont à poser à la fin. Maintenant, là, nous devons d'abord nous atteler sur les questions scientifiques. Donc, merci. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à le manifester. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, il y a un monsieur qui lève la main. David Miss. Monsieur, voilà. D'accord. Monsieur David, vous avez la parole. Je vous remercie. Je suis David, étudiant à l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup pour l'occasion de nous accorder. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, 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 on vous entend. Euh, Madame la professeure, il est vrai que la protection des droits de l'homme a un caractère quasi sacré et même en période de conflits armés internationaux. Mais il est important qu'en cas de conflit armé international, certains organes régionaux ou internationaux interviennent pour mettre fin au conflit armé de manière politique, notamment l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, ne trouvez-vous pas que le recours préalable aux organes juridictionnels ou quasi juridictionnels des droits de l'homme, avant que les organes politiques n'aient trouvé les issues aux conflits armés internationaux, soit une manière ingénieuse d'influencer les règlements pacifiques de conflits armés et parfois même pousser à ce qu'il n'y ait pas de réconciliation entre les belligérants en cas de condamnation de l'une des parties. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez que je réponde maintenant ou alors on prend plusieurs questions? C'est comme vous voulez. Vous pouvez répondre, hein. J'ai l'impression qu'il y a d'autres qui réfléchissent encore sur la question posée. D'accord. Merci, monsieur David Mizuku. C'est vraiment une question importante parce que vous mettez le doigt sur un petit peu le malaise que j'exprimais, mais qui est celui exprimé par, je vais vous donner un exemple précis, qui est celui exprimé par la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous avez parfaitement raison de faire le lien entre règlement judiciaire d'un conflit d'un côté et règlement politique d'un conflit de l'autre. Et souvent, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, avant même qu'on ait pu réfléchir à un règlement politique, on va devant le juge. Et en réalité, et je le mentionne dans l'ouvrage, il y a 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui datent de 2017, donc l'un contre l'Arménie, l'autre contre l'Azerbaïdjan, où la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très intéressant parce que là, on n'est pas dans le vocabulaire judiciaire, mais elle s'agace un petit peu. Alors, ce sont 2 arrêts qui portent justement sur le conflit Arménie-Azerbaïdjan. Et elle dit, je cite les paragraphes, mais elle dit entre les lignes, en gros, ça n'est pas à moi de régler le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une question qui aurait dû être réglée par les organes politiques du Conseil de l'Europe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que de la part du juge lui-même, parfois, parce que, encore une fois, techniquement, au niveau de la procédure, etc., il n'a pas les moyens. La question de l'établissement des faits, la question de la réparation, l'identification des victimes, il n'a pas les moyens de régler les conflits. Et donc, la manière dont moi je perçois parfois cette hâte à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, dans les conflits interétatiques, Géorgie-Russie, Ukraine-Russie, etc., c'est une espèce de démission du politique. Alors, avec, vous avez raison, au surplus, hein, quand on a une décision judiciaire, eh bien, ça va dans. S'il doit y avoir ensuite un règlement politique, bah, effectivement, un déséquilibre. Mais j'ai l'impression effectivement qu'on fait jouer aux, aux organes judiciaires et quasi-judiciaires dans les conflits armés un rôle qui n'est pas complètement le leur. Pour les raisons que. Voilà, c'est une espèce de démission du politique. Euh, et, et, et ça n'est pas bon ni pour la réconciliation que vous avez évoquée, la reconstruction de la société, la réconciliation, ni pour les organes politiques eux-mêmes, hein, parce que c'est une espèce d'aveu de faiblesse, ni pour les organes judiciaires et quasi-judiciaires, parce que, encore une fois, ça les place dans des situations impossibles. Et c'est pour ça que je prends toujours, et en cours à La Haye, j'avais pris l'exemple, j'avais projeté ces paragraphes
des arrêts de la Cour européenne parce que c'est rare de voir la Cour européenne, si vous voulez, agacer et dire aux États, écoutez, là, bon, c'est pas c'est une question, ça reste une question judiciaire, donc elle la traite, mais les organes politiques du Conseil de l'Europe ont quand même manqué à leurs obligations. Je pense que la personne est satisfaite de la réponse que vous l'avez donnée. Alors, nous allons prendre Madame Janine Ogonji. Oui, merci beaucoup de la parole donnée. Je salue tout premièrement l'intervention de Madame Hélène. Comme je suis Janine Ongonze, assistante à l'Université de Kinshasa et apprenante en DS2A. Ma question se rapporte sur la question des enfants soldats auteurs de violations de droit international des droits de l'homme. Déjà, en droit international, bien sûr, la question n'a pas été prévue dans les statuts de Rome. Les statuts de Rome, déjà, n'a pas compétence, n'a pas reconnu le mineur comme étant auteur de crimes internationaux. Je ne sais pas, dans un contexte pareil, comment vous conciliez la question des enfants soldats mineurs avec auteurs de violations graves du droit de l'homme par rapport à votre intervention. Aussi, bon, deux petites questions. La seconde question, je voudrais savoir, peut-on reprocher à l'État victime, je prends le cas de la République démocratique du Congo, État victime d'une agression actuellement, peut-on reprocher à la République démocratique du Congo de la violation de droit international des droits de l'homme, étant donné que, au-delà de tout, la République a l'obligation de respecter, elle a l'obligation de réaliser, de protéger ses propres populations au-delà de tout ce qui se passe ou de tout ce que le Congo traverse actuellement. Voilà mes deux petites questions dont j'aimerais avoir un peu des éclaircissements. Merci beaucoup. Merci. Là aussi deux questions importantes. Alors, je commence par celle des enfants soldats parce que effectivement, je la mentionne dans l'ouvrage. Et vous l'avez très bien dit, c'est une question qui n'est pas réglée en droit international, en droit international pénal, ni dans le statut de la Cour pénale internationale. Donc, on a choisi, et vous l'avez rappelé, de classer la responsabilité pénale individuelle à 18 ans et plus. Ni dans les statuts et les travaux du tribunal spécial pour la Sierra Leone, où là aussi, évidemment, la question de la responsabilité des enfants soldats s'était posée, mais le procureur de l'époque avait considéré qu'il n'était pas possible, en l'état actuel du droit international pénal, d'établir la responsabilité pénale des enfants. Donc pour l'instant, si vous voulez, comme il n'y a pas en plus, il n'y a pas de consensus au plan international sur la majorité pénale. Vous savez sans doute que dans les systèmes nationaux, on peut avoir une majorité pénale en dessous de 18 ans, hein, donc ça peut être à 16 ans, ça peut être à 14 ans, etc. Mais il n'y a pas de consensus. Donc c'est vrai que pour l'instant, même le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant adopte cette position consistant à dire si c'est en dessous de 18 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Maintenant, j'ai l'impression que votre question, c'est aussi, mais alors, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'accès à la justice des victimes par exemple, la personne de 17 ans qui aurait commis une violation de droits de l'homme ou une violation de droits humanitaires. Oui, sans doute, ça mérite une réflexion, ça mérite des travaux, une harmonisation, sans doute. Peut-être que vous connaissez cette affaire de la Cour pénale internationale Nguyen, procureur contre Nguyen, qui est donc, a été condamné pour mariage forcé, grossesse forcée notamment, donc un crime de guerre, crime contre l'humanité. Et la particularité de Dominique Nguyen, c'est que c'est un ancien enfant soldat. Alors, il n'a pas commis
ces violations-là quand il était enfant. Mais ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est que ces avocats mettent en avant le fait qu'il a un passé d'enfant soldat et qu'il a été enlevé, enrôlé de force à l'âge de 8-10 ans. Et donc, bon, il n'est pas adulte en mesure de déterminer le bien et le mal, par exemple, comme quelqu'un qui a eu une éducation morale, religieuse, culturelle tout à fait classique ou tout à fait normale. La Cour pénale internationale n'a pas dit grand-chose là-dessus. Donc, je peux même pas utiliser, si vous voulez, cette affaire-là pour vous répondre. Euh, voilà, parce elle a juste enfin, elle a écarté en disant oui, bon, on prend en compte cet élément pour la peine, comme élément atténuant pour la peine, mais il n'y a pas eu de réflexion sur voilà, que faire avec l'enfant soldat? Est-ce que l'enfant soldat est toujours victime ou est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait imaginer une certaine gradation de responsabilité? Donc pour l'instant, la réponse du droit international, la réponse du droit positif, j'ai envie de dire, c'est qu'il est toujours victime. En tout cas, en dessous de 18 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Maintenant, votre autre question est très intéressante aussi. Est-ce qu'on peut reprocher à un État comme la République démocratique du Congo qui est victime lui-même, effectivement, vous l'avez dit, de violations de sa souveraineté, de droits de l'homme, etc. Est-ce qu'on peut lui reprocher des violations de droits de l'homme? Oui. Oui, parce que quand bien même, il n'y a pas de réciprocité, quand bien même l'État est victime, je vais vous donner un exemple, il doit continuer à respecter les droits de sa population. Et je vous donne un exemple très récent qui a été fourni par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a une décision qui a été rendue il n'y a pas longtemps, qui a été rendue publique il n'y a pas longtemps, donc en ça doit être en juin, entre mai et juin. En tout cas, il y a vraiment, il y a pas très très longtemps. Mais la décision elle-même a été adoptée en 2024, mais elle n'a été rendue publique que cette année, et qui portait sur les violences sexuelles commises par l'armée de République démocratique du Congo, luttant contre les rebelles donc du M23, mais au moment, si vous voulez, où l'armée se retirait. L'armée de République démocratique du Congo se retirait sur son propre territoire et au passage, ils ont commencé à violer massivement les habitants des différents villages qu'ils trouvaient sur leur passage et à piller aussi les villages et à maltraiter les habitants qu'ils trouvaient sur leur passage. Évidemment, comme l'a dit la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, évidemment, la RDC est responsable. Et ce n'est pas parce qu'elle luttait, si vous voulez, contre des rebelles eux-mêmes soutenus par le Rwanda que la République démocratique du Congo est exonérée de ses obligations. Donc votre question est vraiment très importante parce que ici, dans cette affaire-là, ce que je trouvais très dommage, c'est que la République démocratique du Congo n'a pas du tout, du tout, du tout répondu aux demandes d'information de la part de la Commission. Elle n'est pas intervenue dans la procédure. Et c'est dommage parce qu'en même temps, la RDC soumettait à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples cette requête interétatique. Et donc, c'est dommage parce qu'on voit qu'un État peut avoir aussi une utilisation à double standard de la justice. Il ne répond pas à la Commission africaine lorsque ses troupes sont accusées de violences sexuelles, et puis en même temps, il saisit la Cour africaine. Mais la décision est sur le site de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et je vous invite vraiment à la lire. Elle est dramatique, mais elle est très, très intéressante, et elle répond à enfin, elle offre une réponse à votre question. Merci, madame. Nous allons prendre monsieur Albert. Albert, vous allez vous présenter, monsieur Albert. Vous avez la parole. Monsieur Albert? Monsieur Albert, vous êtes... Oui.
C'est bon, j'espère que là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Je vous remercie, professeur, pour votre présentation. Ma question s'adresse à vous personnellement parce que je veux avoir votre point de vue sur cette question. Tout d'abord, vous avez évoqué que les violences sexuelles en temps de guerre sont un continuum puisque bon, ces fléaux, bien évidemment, existent aussi en temps de paix. Et donc, il faut régler ça en temps de paix par une approche éducationnelle. Et donc, je pars du principe que des individus qui infligent toutes ces violences sont des individus rationnels, qui sont bien conscients de leurs actes. Alors, ma question pour vous, c'est comment vous, personnellement, vous articulez l'approche préventive par l'éducation contre des stéréotypes avec la nature intentionnelle même de ces milices en temps de conflit armé? C'était ma question concernant vraiment l'approche éducationnelle sur cette thématique. Merci. 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 C'est vraiment une question là aussi qui est très compliquée et qui est très intéressante. Merci beaucoup. Euh, Parce que vous le devinez, pour éduquer, et je vais prendre l'exemple de la France, parce qu'on a aussi beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Euh, pour éduquer, il faut... Le droit n'a pas sa place. C'est vraiment l'éducation par la culture, par la littérature, etc., etc. Et je crois que y a plusieurs choses auxquelles il faut s'attaquer dans une société qui traverse des circonstances normales, on va dire, qui n'est pas en situation de conflit. Il y a au moins deux choses. Je vais utiliser des grands mots, mais voilà, ils me semblent importants. D'un côté, ce que j'appellerais vraiment la domination patriarcale, c'est-à-dire le fait que le corps des petites filles, des petits garçons, des femmes n'appartient pas aux hommes. Et c'est très important parce que souvent, il y a beaucoup de travaux pour les conflits armés qui montrent justement que souvent, les conflits vont faire que le corps des civils devient un lieu de conflit. C'est-à-dire, on parle souvent de conflits armés qui se prolongent en utilisant justement le corps des femmes, des enfants, que ce soit filles ou garçons. Et je crois qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus, c'est-à-dire, c'est vraiment cette idée de patrimonialisation et d'autodétermination. Et je vais faire le parallèle avec un procès qui a eu beaucoup de retentissement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça vous dit quelque chose, le procès de Gisèle Pellicot en France? Gisèle Pellicot, c'est un procès qui s'est terminé là, il y a quelques mois, donc il y a été un procès en France. Rien à voir avec les conflits armés, hein, mais ce procès concernait le comportement d'un mari qui, pendant des années, a placé sa femme en soumission chimique, donc il a drogué, et il offrait le corps de sa femme euh, à qui voulait, donc sur Internet, etc., donc à qui voulait venir la violer. Et ce que ce procès a révélé, au-delà évidemment des actes barbares, mais ce que ce procès a révélé, c'est qu'on avait encore en France cette idée que le corps des femmes, à partir du moment où vous êtes marié, eh bien, ça appartient à l'homme. Et donc, un homme a le droit de faire, puisqu'on est marié, a le droit de faire ce qu'il veut c'est vraiment le droit de propriété, hein, donc, du corps de la femme. Donc, c'est vraiment ce que j'appelais la patrimonialisation. Donc, pour revenir à votre question sur l'approche préventive et éducationnelle, quand j'ai suivi le procès, j'en parlais aussi l'année dernière avec les étudiants d'Aix-Marseille, je disais, mais il va falloir des années pour que l'on déconstruise
cette idée, mais qui est ancrée dans le droit français, dans le code Napoléon, donc le code civil, etc., mais aussi dans les mentalités, dans l'histoire, dans la littérature, etc., mais qu'on déconstruise cette idée que lorsque deux personnes se marient, elles restent toutes les deux parfaitement autonomes dans la gestion de leur corps. Et vous imaginez, en termes encore une fois, de défis éducationnels, ce que ça peut, ce que ça peut nécessiter. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas naïve, hein, donc je ne dis pas qu'une fois qu'on aura réglé ça, quand les soldats français interviennent en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ils arrêteront de violer les petits-enfants, etc. Il y a, il y a- il y a sans doute d'autres choses. Il y a aussi beaucoup de travaux de sciences sociales sur la masculinité, etc. Mais je pense que, voilà, c'est ce que j'appelle le continuum et ce que vous appelez l'approche préventive et éducationnelle. C'est un défi absolument majeur parce que ça se compte en dizaines d'années. C'est-à-dire, encore une fois, la tâche consiste à déconstruire des schémas qui sont ancrés depuis des siècles dans les rapports hommes-femmes. Et même dans les rapports adultes-enfants. Hein, il y a aussi là une déconstruction à faire. Hein. La violence à l'égard des enfants est aussi extrêmement est un fléau, elle est dramatique, mais parce qu'il y a aussi cette idée que les enfants appartiennent aux adultes. Or, non, les enfants sont des individus à part entière. Il y a une certaine dépendance, mais ce n'est pas une appartenance. Mais il faut, par exemple, pour la société française, l'impression que j'ai, si vous voulez, parce que ça demande énormément aussi de retour sur soi, la crainte que j'ai, c'est que maintenant que le procès Gisèle Pelicot est terminé, je ne suis pas certaine qu'on va lancer justement des programmes d'éducation. Il y a un petit peu plus de prise de conscience, mais j'ai pas l'impression que la société française soit prête à vraiment se regarder dans le miroir. Donc, je pense que c'est la même chose pour beaucoup, beaucoup de sociétés, malheureusement. Les gars, vous êtes là? Vous avez la parole. Il reste que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va droit au cœur. Au fait, professeur, ma question va un peu s'inscrire dans la logique de ce que vous me suivez? Oui, on vous entend ensuite. Oui, oui, oui. De ce que l'assistante venait de soulever tantôt par rapport à la responsabilité de l'État. Mais je vais un peu contextualiser, professeur. Parce que vous avez tantôt parlé dans l'exposé d'une des catégories évoquées aussi dans l'ouvrage, les morts, les droits d'entrée, d'enterrer, les morts et tout. En fait, j'aimerais maintenant j'aimerais un peu savoir comment l'État va-t-il réaliser son obligation dans une zone sous-occupée. Est-ce que le manque de la réalisation de cette obligation va-t-il incomber, va-t-il appeler la responsabilité de l'État alors que les drames sévissent dans des zones sous occupation là où l'État n'a souvent pas de pouvoir d'intervenir? Est-ce que dans pareilles circonstances, peut-on évoquer dans l'extrême violence, peut-on évoquer une responsabilité des organisations internationales, professeur? Merci. Merci beaucoup. Là aussi, c'est une question qui est qui est très, très intéressante et qui est très complexe. Euh, La réponse va, et c'est une question fondamentale, la réponse va nécessairement être au cas par cas, parce que, comme vous l'avez dit, ce qu'il va falloir déterminer, c'est si les faits dont on se plaint, dont la victime, par exemple, se plaint, tombent ou pas sous le contrôle effectif de l'État. Il y a des choses, vous l'avez très bien dit, qu'on va pouvoir reprocher à l'État,
Et puis, il y a des choses que l'on ne peut pas lui reprocher parce que même si les faits se produisent sur son territoire, le territoire est occupé. Ou, alors, le territoire est occupé par un autre État, le territoire est occupé par un groupe armé, le territoire est occupé par un groupe armé soutenu par un autre État, etc., etc. Donc là, le plaideur, la victime ou l'État qui saisit l'organe international va devoir établir que les faits dont il se plaint, effectivement, sont attribuables à l'État, même, et je vais vous donner un exemple concret, même dans la partie, même alors même qu'il est occupé. Si ça n'est pas possible, effectivement, l'organe international, la Cour européenne par exemple, ou autre, va dire ben, l'État ne peut pas être responsable parce qu'il n'exerçait pas sur la situation décrite un contrôle effectif. Donc vraiment le test, c'est le contrôle effectif. Alors maintenant, et je vais prendre la jurisprudence de la Cour européenne par exemple, il y a des territoires en Europe, la Transnistrie, qui juridiquement appartiennent à un État, la République de Moldova, mais sont occupés par un autre État, la Russie. Ce que la Cour européenne des droits de l'homme fait dans ce cas-là, quand il y a une violation de droits de l'homme qui survient, c'est qu'elle rappelle que même si le territoire est occupé, le territoire de la Moldova, la Transnistrie est occupé par la Russie, la Moldova, la République de Moldova, conserve une certaine responsabilité, mais c'est une responsabilité qui est très résiduelle. Et donc, ça veut dire que, là encore, le plaideur, s'il veut déposer plainte, il veut attaquer la République de Moldova, va devoir établir que ce dont il se plaint tombe dans cette responsabilité résiduelle ou secondaire de la République des Moldova. D'accord? Donc, pour le dire plus simplement, une situation d'occupation, et je reviens à la question qui avait été posée tout à l'heure par Madame Janine, une situation d'occupation ne dédouane pas complètement l'État occupé. L'État occupé ne peut pas dire « Ah, moi je suis occupé, donc je n'ai plus aucune obligation internationale ». Non, ça n'est pas si simple. Mais il va falloir établir, là aussi au cas par cas, encore une fois, en fonction de la violation, il va falloir établir que l'État occupé avait une obligation positive de diligence, par exemple, de protection, de prévention, et qu'il ne l'a pas remplie. Il y a une affaire aussi très intéressante devant le comité, je la mentionne, je crois, dans le cours, une affaire devant le comité pour les droits des personnes handicapées contre l'État de Palestine. Parce que l'État de Palestine est partie à la Convention sur les droits des personnes handicapées. Et c'est intéressant parce que c'est une affaire qui portait sur la détention de 2 individus par Israël. Donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce que les victimes ont saisi le comité sur les droits des personnes handicapées contre l'État de Palestine? Eh bien, dans la décision, le comité des droits des personnes handicapées ne s'intéresse pas du tout, puisque ce n'est pas l'objet, et Israël n'a pas reconnu la compétence du comité pour recevoir des plaintes, donc n'examine pas la responsabilité d'Israël dans les faits. C'est un problème de disparition forcée, justement, de 2 personnes handicapées. Mais s'intéresse à l'obligation de diligence de l'État occupé. Est-ce que l'État de Palestine a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer, par exemple, de protéger les 2 personnes qui étaient privées de liberté au moment où elles ont disparu? Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une responsabilité résiduelle. Merci, professeur. Nous allons à la dernière personne, le président lui-même, Jonathan Massia, qui n'a pas une question. Voilà, merci beaucoup. On m'écoute, madame le professeur, vous me suivez? Oui, merci. Je tiens d'abord d'acquitter d'un devoir moral de vous remercier pour votre brillante intervention, que nous avons beaucoup appris et nous espérons approfondir aussi dans ces domaines-là. En fait, j'ai une question et heureusement que vous en avez fait mention.
parce que ça fait partie aussi d'une réflexion en cours et je crois que vos interventions me seront d'une importance très capitale, notamment sur la question de cette interaction droit international humanitaire, droit de l'homme, dans le cadre des systèmes de protection des droits de l'homme. Je prends beaucoup plus l'aspect des contentieux interétatiques et je vais beaucoup plus me baser sur la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple du 26 juin 2025 dans l'affaire RDC-Rwanda, puisqu'il y avait un État chef de demande par rapport aux sources des droits de l'homme que les requérants, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, a porté devant la Cour, qui a fait l'objet des rejets par le Rwanda. Et la Cour, lorsqu'elle a analysé cette question des instruments pertinents des droits de l'homme, elle a retenu 2 critères. Donc, je cite notamment, il faudrait que ces instruments soient d'abord des traités énonciatifs des droits subjectifs au profit des individus ou prescrivent des obligations à la charge des États partis en vue de gestion de ces droits. Et c'est par cet exercice que la Cour a conclu que la Charte des Nations Unies, l'acte constitué de l'Union africaine, mais également l'accord cadre PSC n'étaient pas en réalité des instruments pertinents de droits de l'homme. J'ai un peu une approche critique parce que la Cour a peut-être négligé que la Charte des Nations Unies a aussi ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination, le droit du peuple de disposer d'eux-mêmes, que même la CIJ a eu l'occasion d'interpréter dans l'affaire Chagos, que c'était un instrument et un principe des droits de l'homme. En fait, ma question, c'est par rapport à l'interprétation et l'application des règles du droit international humanitaire dans les systèmes de protection des droits de l'homme. Je prends beaucoup plus l'aspect institutionnel, avec notamment les juridictions qui sont spécialisées en la matière, les juridictions des droits de l'homme, mais également c'est que les comités des Nations des droits de l'homme pensent sur cette question. J'aimerais vraiment que vous puissiez me donner un peu l'approche comparative de ce qui est, parce que les systèmes africains de protection des droits de l'homme, on a comme l'impression qu'elle ne prend pas compte vraiment les questions du DIH, alors que vous l'avez soulevé, que les 2 instruments sont parallèles, parce que même en temps de conflits armés, il y a une substitution d'autorité, les États sont assujettis au respect des règles des droits de l'homme. J'aimerais savoir sur l'aspect européen, voire même de la Cour interaméricaine, voire même ce que le comité des droits de l'homme des Nations Unies prend comme position sur l'application, l'interprétation des règles du droit international humanitaire dans les systèmes de protection des droits de l'homme, beaucoup plus l'aspect juridictionnel. Ça, c'était le premier volet. Et permettez-moi le second volet de la question. Heureusement, vous avez aussi soulevé cet aspect des choses. C'est par rapport aux défis contemporains du droit international humanitaire. Et j'ai beaucoup vraiment, je vous ai beaucoup suivi lorsque vous avez fait mention de la question du patrimoine culturel, la protection des patrimoines culturels. Et on comprend là que le DIH, vous l'avez même relevé, ces défis, fait face à plusieurs conflits contemporains. Parce qu'aujourd'hui, on parle même des cyberattaques, on parle même des conflits navals qui mettent en jeu la question du patrimoine cybaquatique, notamment la Convention de 2001 de l'UNESCO. Et il y a aussi plusieurs types de conflits contemporains. Maintenant, la question que je pose, est-ce qu'il faut une réforme du DIH ou une refondation du DIH pour pallier à tous ces défis contemporains dont font face les DIH dans l'application, dans les règlements des hostilités. Et le dernier volet de ma question, j'ai été trop large, excusez-moi, c'est par rapport à l'occupation. Parce que quand je faisais l'analyse des 2 avis rendus par la CIJ dans les affaires palestiniennes, la Cour est revenue plusieurs fois, même l'avis consulté de 2004, mais également celui de 2024, sur les approches et politiques dans les territoires palestiniens occupés. La Cour indique que l'occupation a toujours un caractère temporel. Donc, l'occupation ne peut jamais être permanente. Voilà pourquoi il y a cette situation d'autorité. Mais la Cour développe également la notion de l'annexion, qui peut être des jurés ou des faits. Ma question, c'est de savoir comment le droit de l'homme, je prends beaucoup plus les systèmes de droits de l'homme, appréhendent cette question de l'annexion des faits. Est-ce une violation des droits de l'homme? Est-ce un fait normal, une exception? Donc, j'aimerais un peu savoir sur ces aspects-là.
Merci beaucoup. Hein. Désolé pour mes questions très larges. Merci. Non, 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 au contraire, nous pourrions continuer comme ça pendant des heures et ça marque aussi l'intérêt des personnes qui nous suivent. Et je reviendrai aussi sur une question que j'ai laissée de côté qui a été qui a été précisée par Monsieur Omega. Alors, l'utilisation du DIH par les organes, euh, effectivement, quand on en fait une analyse comparée, on voit qu'il y a quand même la Cour interaméricaine d'un côté et les autres organes de l'autre. La Cour interaméricaine, très tôt, à partir des années 90, 1990, 2000, a commencé à utiliser comme source d'interprétation les conventions de Genève, les règles coutumières du droit international humanitaire, donc les règles du CICR, etc., lorsque elle connaissait de cas, par exemple, contre la Colombie. Il y a un contentieux colombien extrêmement important devant la Cour, par exemple de massacres, comme je le disais, déplacements forcés de communautés autochtones, etc. Puisqu'en Colombie, vous le savez, hein, pendant des décennies, il y a eu ce conflit armé interne. Le Guatemala également a connu une situation de conflit armé interne, etc. Donc, la Cour interaméricaine n'a jamais eu de difficulté à utiliser le DIH parce que pour elle, le DIH fait partie de ce qu'elle appelle le corpus juris international qu'elle utilise lorsqu'elle interprète sa convention. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va constater la violation du DIH, mais c'est vraiment une source d'interprétation. Et elle est autorisée à le faire, ou elle s'estime autorisée à utiliser le DIH par l'article 29 de la Convention américaine des droits de l'homme qui concerne justement les méthodes d'interprétation. La Cour européenne a toujours été beaucoup plus hésitante. Elle n'a commencé vraiment à citer le droit international humanitaire qu'à partir de 2009, un arrêt Varnava et autres contre Turquie, alors même que dans les années 90-2000, elle a commencé à avoir tout le conflit tchétchène, par exemple, hein, les disparitions forcées, etc., donc en Tchétchénie, donc avec la Russie, des affaires aussi qui concernaient les violations de droits de l'homme et de droits humanitaires en Géorgie, etc. La Turquie également. Mais elle a toujours été très hésitante et l'une des raisons qui est avancée, notamment par d'anciens juges de la Cour, c'est que le DIH, en quelque sorte, fait peur. C'est un droit qui est très particulier par rapport vous le savez, hein, par rapport au droit international des droits de l'homme. La logique est particulière. Donc, quand on est juge de droits de l'homme, c'est peut-être un petit peu compliqué si on n'a pas été formé au droit humanitaire. C'est un petit peu compliqué de comprendre la logique des conventions de Genève, la qualification juridique des conflits, etc., etc. Et donc, par exemple, l'ancien président de la Cour, le juge Sicilianos, qui a écrit, président nationalité grecque, qui a écrit un article d'ailleurs sur l'application du droit humanitaire par la Cour européenne, expliquait cela, que les juges étaient réticents parce qu'ils ne comprenaient pas la logique du droit humanitaire. Et je dois dire qu'on a la même situation pour le Comité des droits de l'homme. Nous avons pour la première fois cité le droit humanitaire dans une affaire que le comité a adoptée en 2022, Bratsilo et autres contre la Russie, qui concernait justement une situation, la situation en Crimée, le fait d'imposer de force la nationalité, etc. Et donc j'avais proposé que l'on cite la 4e convention de Genève sur la population civile, sur l'interdiction du transfert forcé de population, etc. Le caractère temporaire, comme vous l'avez rappelé, de l'occupation. Bon, on a fini par le faire, mais ça m'a pris énormément de temps pour convaincre les collègues qu'on est autorisé à utiliser comme source d'interprétation le droit humanitaire dès lors que l'affaire porte sur une situation de conflit ou une situation d'occupation. Donc vraiment, c'est assez récent. C'est pas naturel pour des organes de droits de l'homme. C'est vraiment pas naturel. Et je le disais cette semaine, je participais à
un colloque sur justement le rapprochement droits de l'homme, droits humanitaires. Il est même assez rare que les experts de droits de l'homme rencontrent et discutent avec les experts de droits humanitaires. Et ça peut sembler bizarre parce qu'encore une fois, on sait depuis les années 90 que les instruments de droits de l'homme s'appliquent en temps de conflit armé, mais voilà, les deux communautés, c'est-à-dire la communauté des droits de l'homme d'un côté, la communauté du droit humanitaire de l'autre, restent fragmentées, restent voilà, continue. Donc, c'est très bien d'entendre, Monsieur le Président, que vous travaillez aussi sur cette intégration parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui sont formées au droit humanitaire, au droit de l'homme et j'ai envie de dire au droit international pénal. Parce que pour moi, il y a vraiment une homogénéité de ces trois domaines. Alors, votre deuxième question, la réforme du DIH, oui. Sans aucune hésitation, on a besoin d'une réforme du DIH. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les principaux instruments ont été adoptés pour des conflits. Alors, il y a encore quelques conflits interétatiques, mais pour des conflits qui ont complètement changé, avec des acteurs nouveaux, avec des méthodes nouvelles de combat. Vous avez évoqué les cyber-conflits, etc. Alors, pour l'instant, le DIH change avec de la soft law, avec du droit mou. On n'est pas, je dirais, dans un bon contexte international pour réouvrir la négociation des conventions de Genève. Donc, je dirais, attention, c'est peut-être pas le moment, avec ce recul du droit international, de rouvrir la négociation, les discussions. Mais oui, sans aucun, ne serait-ce que pour l'exemple que vous avez mentionné, c'est-à-dire les cyberconflits, où le rôle des acteurs privés, etc. Il y a un vrai besoin d'adapter ce cadre normatif. Donc pour l'instant, les droits de l'homme servent comme l'un des moyens, mais aussi, qui permet d'adapter un petit peu ce vieux DIH à des conflits un peu nouveaux, mais aussi les travaux sur l'intelligence artificielle, les travaux sur les nouvelles technologies, le rôle des acteurs privés, etc. Alors, votre troisième question, est-ce que le droit international des droits de l'homme dit quelque chose sur l'annexion de faits? Alors, sauf cas de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., je dirais non. Le droit international des droits de l'homme ne dit rien précisément parce que c'est une question, si vous voulez, qui n'est pas touchée par le droit international des droits de l'homme. Ce que le droit international des droits de l'homme va faire, c'est qu'il va prendre acte de la situation, annexion de fait, par exemple. Et je reviens à la question d'Oméga tout à l'heure. En cas d'annexion de fait, eh bien, il va demander à l'État, je vais vous donner un exemple, mais il va demander à l'État qui a opéré cette annexion de rendre des comptes. Donc c'est lui qui va devenir le responsable. Exemple de la Crimée. Hein, je prenais le cas Bratsilo et autres contre la Russie. Le Comité des droits de l'homme ne se prononce pas parce que ce n'est pas son travail sur la question de savoir si c'était bien ou pas bien. Nous prenons comme point de départ la résolution de l'Assemblée générale sur le caractère illégal de l'annexion de la Crimée. Et puis ensuite, nous demandons, dans cette affaire-là, nous condamnons la Russie pour la violation d'un certain nombre de droits du pacte relatif aux droits civils et politiques. Même chose lorsque le Comité des droits de l'homme a eu en 2022 son dialogue avec Israël. On n'intervient pas sur des questions qui relèvent du Conseil de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure, ou de l'Assemblée générale, donc du système de sécurité collective, mais nous demandons à Israël qui occupe ou qui exerce le contrôle effectif sur telle et telle zone de rendre des comptes au titre du pacte sur les droits civils et politiques. Alors, je reviens maintenant à la question de M. Oméga que j'avais oublié tout à l'heure. Il posait la question donc dans ces situations de violation, quand un État est occupé, est-ce qu'on peut aussi engager la responsabilité des organisations internationales? Alors, malheureusement, non.
Parce que, vous le savez sans doute, alors, théoriquement, les organisations internationales, la Commission du droit international nous le dit, sont censées être responsables lorsqu'elles commettent des faits internationalement illicites, mais vous savez sans doute que les organisations internationales ne peuvent pas être attraites devant des organes internationaux de protection des droits de l'homme, ou même devant la CIJ, etc. Donc, en l'état actuel, il est impossible d'obtenir l'engagement de la responsabilité d'une OI, même quand elle viole de manière grave, massive, le droit international, les droits de l'homme. Il y a eu plein d'exemples d'impunité. Haïti, l'ONU n'a jamais engagé sa responsabilité pour la propagation du choléra, pour les violences sexuelles commises par les casques bleus, etc., etc. Très récemment, le tribunal de l'Union européenne vient de rendre aussi un jugement en disant que telle agence de l'Union européenne n'était pas responsable pour les violations de droits de l'homme commises notamment dans la surveillance des frontières, etc., etc. Donc, c'est impossible d'obtenir l'engagement de la responsabilité d'une organisation internationale lorsqu'elle viole le droit international. Ça, c'est un énorme point faible, un autre énorme point faible dans la logique de l'état de droit de l'ordre juridique international. C'est déjà très difficile d'obtenir la responsabilité des États, mais c'est, j'ai envie de dire, encore plus difficile d'obtenir la responsabilité des organisations lorsqu'elles ont un comportement qui est illicite. Ah, et je vois, oui, pardon. Et je vois qu'il y a des questions. Alors, peut-être qu'il y a une question sur le rôle de la protection de l'environnement. Il y a un sous-chapitre dedans, dans le cours. Donc, comme on manque de temps, je vous renvoie. Il y a vraiment, je prends les travaux de la Commission du droit international sur cette question de la protection de l'environnement en temps de conflit armé, etc. Donc, voilà, si vous arrivez à trouver le chapitre, sinon j'ai mis mon adresse dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et moi aussi, j'ai une question. J'ai une question à vous poser. Alors, parmi toutes les situations, il y a une qui permet de mettre en exergue la confluence entre le droit international humanitaire et les droits internationaux des droits de l'homme, à savoir la situation d'occupation militaire. Alors, dans cette situation-là, il est vrai que, comme le dit d'ailleurs l'article 42 du règlement de la Haye de 1907, qu'un territoire est considéré comme occupé dès lors que, dès lors que l'on se trouve en présence d'une armée ennemie. Donc, c'est la simple définition. Mais à part ça, il y a une obligation qui s'impose donc à l'armée ennemie, à savoir l'obligation d'assurer le fonctionnement des services publics et des droits de l'homme. Or, à la lumière des faits ou des événements actuels dans l'Est de la RDC, nous voyons qu'un groupe armé, par exemple, exerce une sorte d'autorité sur un territoire dans lequel qu'il contrôle. Et on peut se demander, est-ce qu'une telle obligation dans le contexte de conflit armé peut-elle s'appliquer dans le cadre d'une interprétation antipolitique à ce groupe armé? Donc, voilà ma question. Ah oui, ça c'est une autre question très compliquée et ça rejoint celle du président Jonathan sur la question de la réforme du DIH. Parce qu'effectivement, vous avez raison, ce que l'on voit aussi de plus en plus ces dernières, on va dire, décennies, c'est le changement de la conflictualité, le changement de la nature des conflits, des groupes privés, des groupes rebelles qui aujourd'hui, soutenus ou pas soutenus par un État, hein, ça peut varier, mais qui aujourd'hui, effectivement, ou des groupes terroristes qui peuvent contrôler des territoires ou des situations ou des populations, etc., etc. Le problème, c'est que on n'a pas encore évolué en droit, on n'a pas encore trouvé de mécanisme juridique
qui permettent de dire au groupe, vous êtes, et de manière effective, vous avez un certain nombre d'obligations tirées du DIH et vous êtes responsable au titre du DIH parce que vous exercez un contrôle effectif sur telle ou telle partie du territoire, par exemple l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui arrive en pratique, parfois pour certaines zones de conflit, c'est que le CICR, mais c'est toujours très très informel, c'est toujours, on ne va pas rendre ça public, mais le CICR va discuter avec les groupes rebelles pour que les groupes rebelles, par exemple, permettent l'accès de l'aide humanitaire ou voilà, protection de la population ou autre. Mais ou alors, on évoquait tout à l'heure la question notamment avec Madame Janine, on évoquait la question de les enfants soldats. Donc le CICR va entamer des discussions avec les groupes privés, les groupes rebelles, pour les sensibiliser au fait qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit, en vertu du droit international, d'enrôler des enfants pour livrer des combats, etc. Mais tout ça est très informel. Pourquoi? Parce que en public, on ne va pas discuter avec les rebelles. Parce que si vous commencez à négocier, même des questions de mise en œuvre du DIH, eh bien, c'est une espèce de forme de reconnaissance et vous les légitimez. Donc, oui, il y a une obligation, et d'ailleurs, lorsque les groupes ne respectent pas le DIH, eh bien, ils peuvent être attraits, on le voit aujourd'hui, devant la Cour pénale internationale quand c'est constitutif de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais sur la question de la mise en œuvre, c'est extrêmement compliqué puisque, vous le savez, les personnes privées, les groupes privés ne sont pas des sujets du droit international. Donc, on va toujours être dans cette espèce de tension entre ce que l'on veut obtenir en pratique, c'est-à-dire respect du DIH, et puis cette idée qu'on ne discute pas avec les rebelles, parce que si on discute avec eux, on les légitime. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour la richesse de la discussion. Merci beaucoup, professeur. Et je pense que le président a quelques mots à vous adresser. Est-ce que le président, vous avez quelques mots? Oui. Je dois aussi vous laisser les mots de clôture, hein? Oui. Voilà, merci beaucoup, Madame le professeur Hélène Simbunja. En tout cas, c'est un grand honneur pour la communauté africaine, européenne, parce que je signale qu'il y a eu des assistants, des doctorats, des étudiants, des chercheurs, même des professeurs qui ont participé à ces grands webinaires et qui nous ont réellement éclairés sur plusieurs questions d'enjeux, surtout contemporains du droit d'intention humanitaire, sur l'interaction avec le droit de l'homme. Et particulièrement, je suis grandement reconnaissant parce que d'une certaine manière, on a aussi participé à un cours de l'Académie de la Haye. Donc, c'est ça aussi l'avantage que nous avions reçu ce soir. En tout cas, nous vous remercions au nom du cercle, au nom de tous les participants. Et peut-être qu'on aura toujours besoin de vous, peut-être dans les activités dans le futur. Ça sera toujours très important pour nous d'avoir vos positions sur les questions notamment du droit international pénal, des droits de l'homme, etc. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Je crois qu'il y a beaucoup de participants qui nous sollicitent en privé pour me demander comment entrer, accéder à vos écritures. Bon, on verra ça un peu en privé, la procédure que vous nous avez expliquée avec les autres universités. Ah bon, merci, président. Est-ce que je me fais entendre? Oui, moi je vous entends. Merci, président, pour ces petits mots. J'ai mis mon adresse de toute façon dans la boîte de dialogue, donc c'est l'adresse de l'université AMU, ça va être plus simple.
je vais la remettre en tout dernier parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Voilà, et vraiment maintenant que le contact est établi entre nous, je suis à votre disposition. C'était très, très, voilà. Mon adresse est dans la boîte de dialogue. Non, c'était très, très enrichissant et moi, je suis toujours ravie de discuter. Même si le droit international va mal, je trouve toujours beaucoup de réconfort dans l'échange avec les étudiants, puisque vous êtes la génération qui allait avoir à réparer ce qu'on a cassé. Donc, voilà, si je peux vous être utile, ce sera vraiment avec un très, très grand Lionel, plaisir. hein. Professeur africain. Et professeur, vous pouvez aller? Moi, j'ai terminé. Vous m'entendez? D'accord. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Et surtout, nous aimerions bien vous voir le jour que vous viendrez à Kinshasa. Surtout Ah là. oui, avec grand plaisir. Écoutez, je suis en train de préparer la mise à jour du traité en français. Donc, elle doit sortir en 2026 et je prends l'engagement de venir le présenter à Kinshasa. Si Ah, vous merci. m'invitez. Voilà, si vous m'invitez, je viendrai vous l'offrir en main propre. Ah, merci beaucoup, professeur. Et, non seulement que vous nous avez marqué par votre par euh, intérêt et par vous, et nous avons découvert aussi votre côté humain. Donc, un bel échange et très bien animé. Et nous aimerions bien vous revoir encore pour une prochaine rencontre. Donc, bon dimanche à vous. Ouais. Il y a encore des intervenants. Bon, juste vous dire merci, cher Emmanuel, et à tous les autres. En tout cas, ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Monsieur Omega. Merci. Il y a Bon des gens qui dimanche. sont là et nous sommes prêts pour parce que le club et le cercle plutôt est ouvert à tout le monde. Je voudrais remercier aussi Madame Anne-Marie Lamoulamou qui nous suit depuis la Belgique, le président. Oui, on Oui, est. mais cher Emmanuel, des fois, nous avons de la peine, hein. On a souvent les informations du cercle peut-être en retard. C'est pas, je vous avais même laissé un message dans ce sens. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu. S'il y aurait moyen de nous mettre toujours en mouvement quand il y a pareilles activités. On a raté l'autre avec le professeur de Lubumbashi récemment là. Mais on aimerait bien être souvent au courant au besoin, savoir comment faire pour qu'on soit chaque fois informé qu'il y a des activités. Merci, Monsieur Omega, de nous faire ce rappel important. Dans ce cas, le président va mettre son numéro de téléphone dans le groupe, dans le chat. Vous allez le prendre, l'écrire et il va vous intégrer dans notre groupe WhatsApp. C'est très bien, merci. On attend le numéro du président. Votre numéro de téléphone. Oui, monsieur Emmanuel, vous me recevez, je ne sais pas. Madame, on vous entend. Ok, je voudrais savoir quelles sont les conditions requises pour pouvoir adhérer dans le cercle. Donc, c'est un peu ça, c'est tout ce que je voudrais savoir pour le moment. Bon, pour les conditions, président, elle est simple. J'ai mis le numéro du président dans le chat et Ouais. vous allez vous intégrer dans le groupe. Et nous préparons pour 2026, janvier 2026, une sortie officielle. Donc, une sortie officielle du club. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu en gestation, hein. Nous essayons de voir avec les responsables du département du droit international et relations
internationales de l'Université de Kinshasa pour amorcer, donc mettre en effectivité, rendre effective le cercle. Voilà, compléter, M. Emmanuel, s'agissant de l'adhésion, il y a un statut, certes. Peut-être on va vous le disponibiliser en privé. Simple, il n'y a pas beaucoup de formalités, il faut juste être actif aux activités du cercle, participer. Bientôt, nous allons faire vraiment instituer vraiment en prélude de la sortie officielle. Nous avions lancé plusieurs programmes, notamment le dimanche du droit international. On a commencé avec le professeur Alain Pelé. C'était les premiers intervenants, le prof Alain Pelé, on a Madame Hélène. Prochainement, peut-être on aura Oubeda Sayar ou d'autres grands professeurs. Puis nous préparons aussi, pas seulement à Kinshasa, mais aussi en Afrique. Et aussi à organiser un forum vraiment international sur ce qui va avec. Ça a besoin de votre contribution, parce que l'objectif, partout par ailleurs, pourquoi pas avoir un cercle de droit international et l'université de Marrakech, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allions mieux répondre les questions de droit international et tout ce qui va. Donc, pour toutes les informations pour la Légion, les numéros est dans mon chat. N'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai plus d'orientation par rapport ici. Sinon, le cercle, c'est vraiment cet espace d'échange du droit international. C'est vrai qu'on a commencé un peu avec des professeurs, des auteurs, des références, mais il y aura aussi des webinaires qui permettront à ce que toutes les couches puissent intervenir, pourquoi pas des étudiants aussi, pourquoi pas des assistants, chercheurs, doctorats. Et donc, c'est ça vraiment l'idée. Donc, n'hésitez pas à donner vos suggestions, vos idées sur les activités, sur la manière dont le cercle doit faire les choses. En tout cas, c'est l'intérêt du droit international qui nous réunit et nous croyons vraiment aussi à vous sur vos participations. Je crois que bientôt, très bientôt, il y a une page du cercle que nous allons rendre publique. Et on a une page Facebook, on met aussi en place une page LinkedIn, une chaîne YouTube parce que les différentes conférences sont enregistrées, comme vous constatez, et on va commencer à balancer les liens. Donc, nous sommes vraiment en pleine construction, comme M. Manuel l'avait indiqué, et je pense qu'ensemble, on peut arriver à ce but, de rayonner, de répondre le droit international. Merci. Hein. C'est un temps de divers, hein, on peut toujours échanger, se connaître, se saluer, ça fait partie aussi de la science. Cette richesse des connaissances qu'on peut avoir de part et d'autre. J'ai vu nos amis du Cameroun, j'ai vu nos amis du Gabon. Je suis très très content de voir nos amis aussi d'Angers. Là, je salue particulièrement Albert, que j'ai rencontré au concours Rousseau, un très bon pédère, donc il sait de quoi je parle. Donc, ça fait très plaisir de voir cette nouvelle génération du droit international, si je peux l'appeler comme ça. Pardon, président. Oui, oui, oui. Je me rends compte que vous êtes ensemble avec Emmanuel, là. Pardon, Monsieur Omega. Oui, oui.